Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur ce plateau d'analyse et de décryptage des grands sujets qui meublent les unes de la presse camerounaise ce matin. Nous sommes jeudi et nous vous proposons la revue de la presse à l'entame comme tous les matins. D'abord, la nouvelle expression qui est en kiosque ce matin parle de la région de l'extrême nord. 400 000 enfants à l'avenir sombre. Ils n'ont pas pu prendre part aux examens du CEP de cette année. Faute d'acte de naissance, ils ne sont pas sûrs de reprendre les chemins des classes à la rentrée scolaire. Une potentielle pépinière pour les bandes de criminels qui essaiment cette région, indique le journal. L'article est à retrouver en page 3 du quotidien ce matin. En oreille de une de la nouvelle expression ce matin, rentrée scolaire, les parents sous pression. À quelques jours de la reprise des cours, les parents écument les lycées et collèges à la recherche des places. Reportage à lire en page 4 de la nouvelle expression ce matin. En marche du 22 septembre, 2 journalistes libres, Arita Douala pendant la manifestation du MRC, Jevis May et Christian Thébon ont été libérés hier mardi tard dans la soirée. L'article est à retrouver en page 2. La nouvelle expression évoque également la situation du transport aérien au Cameroun. Cameco redevable. L'Allemand Lufthansa Technik réclame 1,3 milliard de francs CFA à la compagnie aérienne de transport. Lis l'article en page 2 du journal ce matin. Le Messager est en kiosque ce matin à la une. Après 22 septembre, le MRC promet l'enfer au régime Biya, titre le journal. Dans un communiqué signé de Camto au nom des partis politiques et des organisations civiles concernées, le mouvement pour la renaissance du Cameroun annonce que les marches vont se poursuivre. L'article du Messager est à lire en page 3 du quotidien qui paraît ce matin. En pied de une, régional Adamawa, le temps des tripatouillages. Des militants mécontents du RDPC dénoncent le favoritisme et le marchandage lors de l'investiture. C'est à lire en page 4 du quotidien Le Messager, en kiosque ce matin. À la une de mutation, événement du 22 septembre au pavillon des victimes, titre le journal. La journée est mouvementée de ces hommes politiques et hommes de médias. Les figures de Maurice Kamto et Olivier Boubounissak, Lidovine Dior, Polycarpe Essomba et autres Rodrigue Ngassi sont présentés à la une de Mutation ce matin. Mutation qui titre en pied de une, année scolaire 2020-2021. Le système de mi-temps adopté, indique le journal, qui évoque également Ebolova, l'usine de tracteurs à l'abandon, indique le quotidien Mutation ce matin. À la une de Émergence qui est en kiosque ce matin, marche du 22 septembre, Maurice Kamto fait le bilan, titre Émergence en kiosque ce matin. Et puis en pied de une de Émergence, Chambre d'agriculture, le président est mort, indique le quotidien bilingue Émergence qui est en kiosque ce matin. L'économie quotidienne paraît ce matin à la une, management, les chantiers inachevés de Joseph Roland Mata, nommé par décret présidentiel le 8 mai 2020 au poste de président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Le ressortissant de la Bumba Egoko, voilà, dans la région de l'Est, est décédé hier en Tunisie, indique l'économie quotidienne, qui donne également pied de une des indications climatiques. Pourquoi le Cameroun veut élargir le réseau météorologique national. Explication à retrouver en page 3 du quotidien L'économie quotidien qui paraît ce matin. Le financier d'Afrique est en kiosque à la une, tourisme, 237 hôtels créés en 3 ans au Cameroun. De 766 en 2017, le Cameroun est passé à 1003 structures hôtelières au 4 septembre 2020, selon la Commission technique nationale des établissements de tourisme. L'article est à lire et c'est à la une de Le Financier d'Afrique qui évoque également qui propose également en pied de une un document sur l'État qui est à la recherche des experts pour un schéma de développement de la région du Sud-Ouest. C'est à lire en page 11 du journal Le Financier d'Afrique en kiosque ce matin. Cameroun Tribune titre ce matin sur les candidatures régionales. Les chiffres parlent, indique le quotidien gouvernemental. Une dizaine de partis politiques postulent, environ 24 000 électeurs enregistrés. 24 départements présentent au moins 2 listes en compétition chez les chefs traditionnels. Pour les délégués départementaux, il y a concurrence dans 27 circonscriptions. Information révélée hier par le directeur général
des élections au lendemain de la date limite de dépôt des dossiers. Dossier à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune, des pages 4 à 5 ce matin. Cameroun Tribune qui évoque également la disparition hier de Joseph Roland Mata, le président de la Chambre d'agriculture qui a rendu l'âme à Tunis, en Tunisie. L'hebdomadaire Kalara est en kiosque ce matin à la une litige foncier et ici écarte Vondoayolo de l'immeuble CNPS à travers une récente décision du ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières. Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République perd le contrôle d'une propriété acquise sous fond de polémique auprès de l'organisme public chargé de la sécurité publique. Retour sur les rebondissements d'une bataille judiciaire vieille de plus de 10 ans sur l'ancienne demeure de feu Mboto-Angon. C'est à lire dans les colonnes de Kalara ce matin. Et puis, Kalara qui évoque également à sa une ce matin, succession, comment la Cour d'appel du centre a esquivé le cas Ayoub Tabé et consort. L'article est à retrouver en page 10 du journal ce matin. Le soir est en kiosque ce matin, appel à manifestation du 22 septembre, silence à Yaoundé, titre ce matin, le journal à sa grande une. Voilà quelques parutions ce matin, madame, monsieur. Merci de nous retrouver comme chaque matin sur ce plateau pour décrypter ces différents sujets que nous propose la presse. J'accueille d'abord ce matin Camille Nélé. Camille, bonjour, bienvenue. Donald Prescangan, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous dites bien que vous m'accueillez d'abord parce que Guy Avefonga n'est pas encore là, mais nous espérons qu'il sera là pour que je ne sois pas tout seul. Voilà, nous sommes jeudi. Et comme tous les jeudis, vous êtes censé être en face de Guy Avefonga qui devrait être là dans quelques instants. Mais évoquons d'abord cette grande une de la Nouvelle Expression ce matin qui s'intéresse à la situation des enfants dans la région de l'extrême nord. 400 000 d'entre eux sont à l'avenir sombre, indique le journal, qui propose en chapeau que ces enfants qui n'ont pas pu prendre part au CEB pourraient être une pépinière pour les bandes criminelles qui essaiment la région de l'extrême nord. Ce qui est vrai, c'est que dans la région de l'extrême nord, le problème de l'attribution des d'actes de naissance a toujours été un problème assez important. Un problème important d'ailleurs que le gouverneur de l'extrême nord, le gouverneur Midjia Ouabakari, a toujours eu à cœur de gérer parce qu'il ne se passe pas une seule année où on le voit pas sur le terrain, parce qu'on le voit régulièrement sur le terrain en train d'accompagner l'octroi, l'attribution d'actes de naissance. Je me souviens, il y a encore quelques mois avant le Covid, comment il était sur le terrain avant les examens pour permettre à plus d'une dizaine de milliers d'élèves à obtenir l'acte de naissance. Donc, l'acte de naissance, ça veut très bien que la région de l'extrême nord est une région réputée sous-scolarisée. Une région assez aride où, en plus des difficultés sociales et sociologiques, il se pose le problème même effectivement de l'ignorance des populations qui ne connaissent pas l'utilité de l'acte de naissance et ne savent pas qu'un enfant qui n'a pas d'acte de naissance est un citoyen qui n'existe pas. Donc, il y a énormément de stratégies qui sont faites pour qu'un maximum d'élèves puissent obtenir un acte de naissance. Et l'autre vérité est que c'est justement, les parents laissent souvent leurs enfants aller à l'école jusqu'en classe de cours moyen 2. Et c'est en cours moyen 1 ou cours moyen 2 que, effectivement, les dirigeants de l'école mettre la pression pour que cet enfant puisse avoir l'acte de naissance pour faire le certificat le CEP. Mais je ne suis pas d'accord avec la déduction de David Nou, qui dresse le constat de cette situation, mais qui dit que, faute d'acte de naissance, c'est la route ouverte pour les bandes les bandes armées qui écument le Nord, ou les bandes de grands bandits. Non, je ne pense pas que c'est pas parce qu'on n'a pas d'acte de naissance qu'on va forcément devenir un bandit. Mais ce que je pense, c'est que le problème est réel, le problème mérite d'être pris au sérieux. C'est pour ça que je vous le dis, l'une des grandes missions et l'une des grandes activités du gouvernement Midjia Ouabakari, justement, c'est d'amener les parents à obtenir des actes de naissance pour leurs enfants. Il y en a encore beaucoup. Quand on compte 400 000, c'est quand même beaucoup. Et peut-être même que c'est en dessous de la réalité. Mais toujours est-il que ce problème est réel. Mais, vous savez, il y a beaucoup
de membres de ces bandes armées qui ont le CEP, mais qui sont devenus bandits. Il y en a d'autres qui ont les actes de naissance, mais qui sont devenus bandits. Non, ne pas avoir un acte de naissance. Moi, je pense que l'effet le plus grave, c'est ne pas exister comme citoyen. Mais Camille, l'article ce matin pose que le défaut d'acte de naissance hypothèque la possibilité de se scolariser. On sait que lorsqu'on n'est pas scolarisé, on a difficilement un emploi et donc exposé au recrutement des bandes armées qui justement profitent de cette sous-scolarisation ou ce manque d'emploi dans les régions pauvres comme l'extrême nord pour recruter. Les bandes armées ne vont pas recruter ceux qui n'ont pas d'acte de naissance. Ce n'est pas la première condition. Non, je pense que... en tout cas, c'est une couche vulnérable ou pas? C'est une couche qui n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, le gouverneur Midjia Obakari spécialement est attelé à amener les parents à obtenir l'acte de naissance. L'article de nous dit, le précise, que c'est jusqu'au CM2 que la plupart du temps, les responsables des écoles poussent les parents à établir un acte de naissance pour que celui-ci puisse participer au CEP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ces anciens eux-mêmes, depuis le cours élémentaire, le cours moyen 1, savent très bien, ils auraient pu effectivement pousser les parents à obtenir. Donc, il y a des parents qui sont ignorants. Je ne sais pas si vous connaissez l'extrême nord, mais vous voyez, il y a des villages, des hameaux qui existent, qui sont loin de toute grande agglomération. Et le dressage d'un acte de naissance demande aux parents de faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour pouvoir arriver à la mairie la plus proche. Donc, ce problème d'acte de naissance est réel dans la région de l'extrême nord. Il est aussi réel dans notre région, mais notamment dans l'extrême nord où, effectivement, les autorités et l'administration font des efforts de plus en plus réels pour amener les parents à faire dresser des actes de naissance pour leurs enfants. Ce n'est pas pour moi l'absence d'un acte de naissance n'est pas forcément un corollaire pour le recrutement dans les bandes armées, mais moi je pense que c'est plutôt un danger pour l'enfant qui devient et reste un citoyen qui n'existe pas. Alors, depuis environ 4 ans, le gouvernement s'est engagé sur un chantier d'informatisation du fichier national avec la mise en place du BUNEC, le Bureau national d'état civil. Pourquoi le résultat tardent à être satisfaisant? Disons que c'est le BUNEC lui-même qui a fait, voilà les conclusions de ce BUNEC, qui réalise effectivement, il y a 400 000 enfants dans le Grand Nord qui n'ont pas encore d'acte de naissance. Mais le BUNEC, je pense qu'il omet de dire... Il n'est pas question de faire le constat, il faut trouver des solutions. Il omet de dire qu'il y a 3 ans, 4 ans, c'était pas 400 000, c'était peut-être 10 000 ou 20 000. C'est ça le problème. C'est qu'entre-temps, il y a eu des actions qui ont été faites dans le sens, justement, de pallier à cette situation. Donc le BUNEC, lui, qui fait ce constat, il aurait dû dire que nous sommes partis de temps pour être à temps aujourd'hui. Alors, on va dire un mot sur la grande une, oui, sur la libération de ces journalistes, qui est en oreille de une de la Nouvelle Expression ce matin. On aurait pu dire un mot également sur la rentrée scolaire, les parents qui sont sous pression. Alors, marche du 22 septembre, 2 journalistes libres, indique le journal ce matin. Transport aérien, Cameco redevable, Camille Nélé. L'Allemand Lufthansa Technique réclame 1,3 milliard de francs CFA à la compagnie aérienne de transport. Encore Cameco. Encore Cameco, toujours Cameco. Vous savez, Cameco a eu une dette de plus de 1000 milliards. 1000 milliards, une dette qui, tous azimuts, que ce soit chez les producteurs, du moins les fournisseurs de carburant, que ce soit au niveau du clearing house, que ce soit au niveau des partenaires, que ce soit au niveau des structures qui entretiennent les avions. Et justement, Bruxelles Technique fait partie de ces débiteurs qui, lui, a une ardoise de je crois, 13 milliards. Hein. 1,3 milliard. 1,3 milliard, mais 1,3 milliard sur plus de 100 milliards d'endettement. Moi, je pense que ce n'est peut-être pas une goutte d'eau dans la rivière. C'est une dette importante. Mais c'est une dette importante. Et seulement une dette que Cameco traîne depuis 2004 ans. Ça fait 6 ans que cette société réclame cet argent. Bon, il est vrai que cette société réalise les turbulences dans lesquelles notre compagnie nationale de transport aérien navigue depuis justement tout ce temps. Mais moi, je pense que cette société
a estimé que bon, si Cameco n'a pas les moyens de payer, il faudrait bien que l'État paye, puisque l'État est actionnaire dans cette société. Donc, c'est une dette de plus qui démontre que la seule solution, et je l'ai toujours dit, pour le problème de Cameco, c'est de dissoudre cette société et de créer autre chose, parce que le passif ne fait que augmenter, malgré toutes les mesures cosmétiques que l'on veut adopter pour essayer de faire vivre cette entreprise qui n'est rien d'autre qu'un tonneau des Danaïdes. Donc, il est difficile de comprendre l'obstination du gouvernement à maintenir cette entreprise. Il faut la liquider. Si nous voulons redevenir souverains en matière de transport aérien national, il y a des solutions qui existent. Nous pouvons créer une autre entreprise ou bien nous pouvons effectivement entrer dans la logique d'une création d'une compagnie CEMAC, comme il a été question à un moment donné. Et CEMAC est abandonné. Alors, on liquide Camerco aujourd'hui. C'est la condition sine qua non pour décoller. C'est la garantie qu'on aura une entreprise nationale, une compagnie aérienne nationale fiable. Non, c'est d'abord la première condition d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter l'endettement. Parce que pendant que la société ne fonctionne pas, il y a toujours des charges. On paye toujours l'électricité, on paye toujours ce qui reste du personnel, on paye toujours un certain nombre de choses, et alors que la société ne produit rien du tout. Et les avions sont stationnés. Donc moi je pense qu'il faut arrêter les frais depuis très très longtemps. Je ne comprends pas. Il est vrai que les gens oublient peut-être que Camerco est né de la faillite de Cameroon Airlines, et Cameroon Airlines est né de la démarche vraiment ambitieuse du Cameroun, qui faisait partie comme tous les pays d'Afrique noire, d'Air Afrique à un moment donné. Le président Amadou Ahidjo a estimé. On est sorti en 71. On est sorti en 71, on a créé la Cameroon Airlines. En créant la Cameroon, on a commencé avec des avions neufs. Des avions neufs, tout neufs. Est-ce que ce n'est pas la gouvernance, Camille? Bien évidemment, c'est la gouvernance. La Camer que vous évoquez était gérée par l'État. Aujourd'hui, certains pensent que la solution à Camerco, c'est peut-être de privatiser ou en tout cas de faire entrer les capitaux privés à l'intérieur pour une plus meilleure gestion. Quand Cameroon Airlines est né, c'était l'État et c'était des commis de l'État et ça marchait. Et ça marchait. Bon, pourquoi? Mais ça marchait parce qu'il y avait une bonne gouvernance, c'est tout. Il y avait des gens qui étaient conscients de leur mission, conscients de leur devoir de faire de cette entreprise une entreprise performante. Mais seulement à un moment donné, c'est la mauvaise gouvernance qui a pris les manettes en main et on s'est retrouvé, ça a été une chute libre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec Camerco. Mais on oublie que Cameroon Airlines a même failli chuter complètement avant que Yves Michel Fotso n'arrive. Et les gens oublient peut-être que quand Yves Michel Fotso arrivait, Cameroon Airlines était en cessation de paiement et ses avions étaient menacés de saisie partout à travers le monde. Il est arrivé avec son argent, il a payé des factures importantes, il a fait redémarrer la compagnie et en l'espace de 2 ans, il a réussi à faire évidemment des bénéfices. Mais seulement, on n'a pas compris non plus comment il a été débarqué aussi sèchement malgré les performances qui étaient déjà là. Donc, l'histoire de Cameroon Airlines à Camerco, c'est une histoire assez tumultueuse. Mais aujourd'hui, on réalise qu'il n'y a qu'une seule solution, vraiment mettre la clé sous le paillasson, soit créer une autre entreprise, soit alors revenir à la formule initiale, c'est-à-dire que comment continuer à prendre des avions des autres. Mais on ne peut pas expliquer que, par exemple, des pays plus petits, entre guillemets, que le Cameroun, tels que le Gabon ou la Guinée équatoriale, possèdent des compagnies qui fonctionnent et qui font la fierté de l'Afrique. D'accord. Alors, on va dire sur la grande une de Le Messager, oui. Après 22 septembre, le MRC promet la refaire au régime. Dans un communiqué signé de Camto au nom des partis politiques et des organisations civiles concernées, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun annonce que les marches vont se poursuivre. Je n'ai pas lu le communiqué de Moïse Camto, mais en croit Le Messager, promettre l'enfer. L'enfer, c'est quoi? Est-ce que ce qui s'est passé le 22 septembre, c'était l'enfer? Ou bien c'était la porte de l'enfer? Moi, je ne pense pas. Je pense que le MRC a entrepris de faire des marches pour des raisons bien précises. Et des raisons qui sont, pour certaines, absolument légitimes. Parce que quand on revient, on commence par la demande d'un code électoral beaucoup plus modernisé et complètement dépoussiéré. C'est ce que demandent tous les partis de l'opposition depuis très très longtemps. Et moi je pense que de ce côté-là, sur ce plan-là, il est légitime à tout homme politique comme à Moïse Kamto d'exiger qu'il y ait un code électoral beaucoup plus adapté. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'accéder à ces demandes? Ça, c'est le problème du gouvernement. Moi, je suis en train de dire que, vous savez...
êtes analyste politique. Je suis analyste politique, mais vous savez, je ne fais pas partie des sectes du pouvoir. Et je sais que ce gouvernement est confronté à de multiples crises. De multiples crises qui font Qui empêchent la réforme du code électoral? La réforme du code électoral, c'est quelque chose qui est envisagé depuis très très longtemps. Moi, à entendre certaines personnalités, surtout dans le monde judiciaire... Envisagé par qui? Comment? Quels sont les signes? Je ne donne pas de nom. Je suis en train de dire que d'après certaines sources, certaines personnalités qui disent qu'effectivement, il est envisagé une réforme, une révision du code électoral avec des acteurs politiques. Ça, c'est quelque chose qui est inéluctable, qui est même indispensable et qui est absolument salutaire, même pour ce gouvernement, qui doit comprendre de toutes les manières et qui reconnaît lui-même que ce code n'est pas parfait. Mais lorsqu'on entend les sons des milieux pro du gouvernement, ils disent non, c'est avec ce code qu'il était à la présidentielle, c'est avec ce code-là que les formations politiques ont eu des sièges lors des récentes municipales et législatives. Ce n'est pas Maurice Kamto. Il n'y a rien à cirer. Non, ce n'est pas Maurice Kamto. C'est tous les partis d'opposition, même l'UNDP. Moi, je me souviens, au dernier congrès de l'UNDP en 2017, je crois, oui, en février 2017, l'une des résolutions du président de l'UNDP, le ministre d'État Bello Bamagari, une résolution qu'il a eue à haute et intelligible voix, il a dit que l'UNDP demande la réforme du code électoral et une adaptation de ce code aux réalités actuelles du pays. Alors pourtant l'UNDP, c'est un parti allié. La majorité présidentielle. Allié au RDPC depuis très très longtemps. Et l'UNDP lui-même souffre de ça. La preuve, c'est que aujourd'hui, sur le plan de la représentativité, il se fait damer le pion sur son fief électoral par le RDPC justement, qui profite certainement des faiblesses de ce code électoral pour lui tailler des croupières. Donc, la révision du code électoral est une mesure que tous les acteurs politiques demandent au Cameroun. Mais par contre, l'autre exigence de M. Kamto, c'est-à-dire que l'arrêt de la guerre du Nozo, moi je pense que celle-là, il faudrait peut-être qu'il prenne le temps de mieux la regarder, parce qu'aujourd'hui, même Ayoub Tabé, qui a déclenché cette affaire, s'il descend sur le terrain aujourd'hui, et s'il va demander aux gens qui sont là d'arrêter, lui-même, on va peut-être le lyncher lui-même. D'abord, il a entendu ce que les gens du terrain lui ont dit au moment où il a été question, on a commencé à murmurer qu'il serait en train de négocier avec le gouvernement. Donc, la résolution du problème du Nozo aujourd'hui, ce n'est plus une question de sécession seule, c'est une question de bandes armées qui sont installées, c'est une question d'une guerre civile qui va être difficile à éteindre. Donc, cela étant, cette situation ne peut pas être réglée comme ça d'un coup de baguette magique. Bon, maintenant, quand il demande maintenant la troisième condition de M. Kamto, il demande que M. Biya quitte le pouvoir. Bon, je ne sais pas si c'est républicain de demander à un chef d'État qui a été élu de quitter le pouvoir. Maintenant, et pourquoi donc se plaindre que lui, qui est un démocrate, qui est un leader de parti politique, et qui sait que arriver au pouvoir, ce n'est pas des élections. S'il estime que pour arriver au pouvoir, il ne peut pas participer aux élections parce que les élections seraient truquées, moi je pense que ce ne sera pas par comment est-ce qu'on appelle ça là, une insurrection qu'on peut arriver forcément au pouvoir. Parce que ce qui inquiète, et ce qui a certainement inquiété le gouvernement... dans ce discours proche des cercles du pouvoir qui parle d'insurrection. Non, mais écoutez... Certains estiment que demander au chef de l'État de quitter le pouvoir, c'est une opinion politique. C'est une opinion politique. C'est une opinion politique. C'est même peut-être même une exigence normale. Parce qu'on peut se dire... Un droit constitutionnel, certains disent. Non, un droit, puisque lui, il aspire à devenir président lui-même. Mais seulement quand on écoute les gens qui marchaient en disant Paul Biya va partir, Kamto président, on se demande alors est-ce que la condition du départ de Paul Biya, c'est que Kamto passe président. C'est à ce niveau que le discours devient assez curieux et que les gens peuvent se poser des questions. Mais moi, je dis que M. Kamto, certaines de ces revendications sont vraiment valables et sont partagées par tous les membres de l'opposition. Et là maintenant, quand le messager titre que le MRC promet l'enfer à Paul Biya, je ne sais pas si M. Kamto a dit que c'est l'enfer qui promet. Parce que si l'enfer c'est pour le Cameroun, c'est lui-même qui sera, c'est son pays. Et moi je ne pense pas que ce soit une situation souhaitable. Mais cependant, qu'ils disent que les manifestations vont continuer, bon, ça aussi c'est une posture qui engagera sa responsabilité et qui engagera aussi la responsabilité du gouvernement en cas de dérapage. Alors, sur le système électoral, je pourrais ajouter à votre suite que Elections Cameroun, dans son rapport après la présidentielle 2018, avait recommandé
entre autres, la réforme justement de ce système électoral. C'est pour ça que je vous dis que tout le monde, même l'élection de Cameroun, tout le monde sait que ce code est à parfaire. Mais seulement, comme vous le dites, pourquoi attendre? C'est ça le problème. Alors, c'est tout cela qui alimente les tensions. Les frustrations, ça alimente des tensions, des frustrations, mais de là à transformer le pays en enfer, moi je pense aussi qu'il y a un pas à ne pas franchir. Alors, Maurice Kamto fait le bilan des marches du 22 septembre. C'est la une de Émergence qui est en cause ce matin, Emo Songo. Alors, dans une déclaration qu'il a fait publier au nom de sa formation politique et au nom des organisations de la société civile et des autres partis politiques qui ont signé le 17 septembre dernier une déclaration commune sur ces manifestations publiques, Maurice Kamto parle d'une centaine de personnes arrêtées. Et le chiffre a évolué avec le point que font les avocats qui ont été commis à cet effet. Le parti indique, son président indique en tout cas que les marches du 22 n'étaient que le point de départ d'autres manifestations. C'est la décision du parti. C'est la décision du parti d'aller en avant dans sa logique de marche. Mais seulement, il est à déplorer justement l'arrestation de ces personnes qui étaient sorties pour manifester. Certaines étaient même sorties sans savoir même pourquoi. Il y en a même qui sont retrouvés happés par la marche, par l'enthousiasme de la marche. Mais ce qui n'est pas bon, c'est qu'il fallait s'attendre à ce que les gens soient arrêtés, puisque le ministre de l'administration territoriale avait bien dit que les personnes qui vont sortir risquent d'être arrêtées. Alors c'est la une de Mutation ce matin qui a fait un reportage au pavillon des victimes indiquant que justement Bibou Nissak, Polycarpe Essomba, Rodrigue Ngassi qui est caméraman à Equinox Télévision, mais également Lindo Vinjo qui officier au quotidien à la Nouvelle Expression a été arrêté. Maurice Kamto lui-même est à la une puisque son domicile a été quadrillé pendant la journée du 22. Mais c'est une galerie sélective. On ne montre que les plus grands. À Douala, il y a près de 100 personnes qui ont été arrêtées, qui sont dans les cellules. Il faut aussi parler de cela, qui effectivement ont été arrêtés parce que ces personnes avaient participé à la manifestation. Vous comprenez ces arrestations? Je ne comprends pas. D'abord, je comprends très mal l'arrestation des journalistes à Yaoundé, où rien ne s'est produit. Parce que, contrairement à Douala, où on a vu effectivement une certaine effervescence du côté de nos côtés et tout ça, à Yaoundé, on ne nous a pas dit qu'il y a eu des marches. Mais on ne comprend pas le zèle excessif de ces policiers qui sont allés arrêter et brutaliser des journalistes. Vous ne pouvez pas me dire que Polycarpe Essomba, qui est l'un des journalistes correspondant de RFI au Cameroun. Non, c'est pas parce qu'il est journaliste correspondant de RFI, c'est l'un des journalistes les plus célèbres de ce pays. Polycarpe Essomba travaille à RFI et RFI et même peut-être France 24 depuis très très longtemps. Polycarpe Essomba travaille à Equinox Télévision. D'ailleurs, donc Polycarpe Essomba, qui est connu de tous les policiers, ne pouvait pas se faire malmener. Les deux Lindo Vinjo de la Nouvelle Expression et d'Equinox, malgré leur blouson d'Equinox Télévision, comment est-ce qu'on est arrivé, des policiers zélés, des agents de sécurité zélés sont allés jusqu'à les brutaliser et les arrêter. Ça ne peut pas se comprendre. Vous avez couvert les manifestations, vous Donald Briscamgra. Je vous ai vu couvrir les manifestations à Douala. Et les policiers vous connaissent. Ils connaissent très très bien votre tête à la télévision. Et même votre voix, ils reconnaissent. Mais vous avez au moins avoué que vous n'avez pas été molesté. Donc, on comprend mal que des journalistes aient été arrêtés là où il n'y avait même rien. Ça, c'est difficilement compréhensible. Et il est inadmissible d'arrêter des journalistes qui sont dans l'exercice de leur fonction. Donc, mais par contre, moi je dis que les marcheurs qui ont été arrêtés, il fallait bien qu'ils s'attendent à cela, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on les remette en liberté parce que ça va peut-être les punir, ça va peut-être leur faire comprendre que quand il y a une instruction qui a été donnée dans le sens du maintien de l'ordre, qu'elle soit respectée. Mais moi, je pense qu'il serait inutile de les envoyer en prison, de les mettre en détention administrative ou même de les condamner à cause de cela. Donc là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont été arrêtés. Il fallait s'attendre à ce que des gens soient arrêtés. D'accord. Bon, maintenant, la suite de cela, c'est la suite de cela que l'on attend. Alors, le quotidien gouvernemental a montré bien parle des candidatures régionales, on aurait pu dire mot. Les chiffres parlent. Le journal présent ce matin le kaléidoscope de ces candidatures qui ont été déposées. Le délai, c'était avant-hier. Avant-hier. Voilà. Le journal propose ce matin ces chiffres pour les régionales. Maintenant, les candidatures vont être épluchées par la Direction générale des élections et les camps à Yaoundé avant la publication de ces candidatures de façon officielle. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous nous retrouvons demain. Il sera 9h20 à Douala. Merci d'être sur nos antennes.